Bonjour à tous, nous sommes jeudi, il est 8h30, vous êtes sur la page Facebook du CJD et on vous en remercie. Vous le savez, le CJD, depuis le début du confinement, organise toutes les semaines des Facebook Live pour vous donner de l'information, pour échanger avec des experts, des dirigeants, et donc essayer de vous donner de l'info qui peut être à la fois opérationnelle, qui de temps en temps cherche à prendre davantage de recul, davantage de hauteur. L'idée, c'est toujours de vous aider à réfléchir à votre activité et à voir comment, en ces temps compliqués de confinement, eh ben, comment est-ce que vous pouvez essayer de profiter de ce temps pour en faire quelque chose de fécond pour votre entreprise. Ce matin, justement, nous allons parler du temps. Vous vous êtes tous rendus compte que pendant ce temps de confinement, la notion du temps, notre perception du temps, notre rapport au temps a changé. C'est un sujet qui est philosophique, qui est métaphysique, mais qui est aussi économique et qui est très actuel pour nous tous, vous qui êtes dirigeants et puis nous tous Français qui nous trouvons dans cette situation un peu compliquée. Trois invités ce matin, deux philosophes, un dirigeant que je vais vous présenter tout de suite, et qui vont se présenter. On va commencer avec Étienne Klein. Bonjour Étienne, où est-ce que vous vous trouvez? Bonjour, je me trouve chez moi à Paris, dans le 14e arrondissement. Alors dites-nous, Étienne Klein, quelle est votre activité? À quel titre est-ce qu'on vous a invité ce matin? Moi, je suis physicien au commissariat à l'énergie atomique et avec des collègues, nous avons travaillé sur la notion du temps, non pas sur le rapport au temps, mais sur le temps tel que le décrivent les équations de la physique, pour essayer de voir si, en tenant compte de ce message des équations, on pourrait parler du temps d'une façon plus adéquate. Très bien, ça, un beau sujet dont on va pouvoir se parler ce matin. Hélène Leuillet, vous êtes psychanalyste, vous êtes philosophe. Dites-nous d'abord où est-ce que vous vous trouvez actuellement? Je me trouve à Paris également, dans le 20e arrondissement, chez moi. Je suis donc philosophe, j'enseigne à la Sorbonne Université. Et alors moi, j'ai travaillé sur le rapport au temps, plutôt sur le plan subjectif, sur le sentiment d'avoir perdu le rapport au temps qui est si fréquent dans la plainte d'aujourd'hui. Et je suis également psychanalyste. Merci beaucoup. Alain Imbert, alors vous n'êtes pas à Paris, où est-ce que vous vous trouvez, Alain? Alain, Oui, on ne vous entend pas, c'est à vous. de micro, si c'est bon. Je suis plus loin que tout le monde parce que je vous parle du sud de l'Ardèche, dans mon bureau qui est à 20 mètres de ma villa. Donc, moi, le rapport au temps, il est aussi intéressant. Je suis ingénieur de formation et donc, depuis 18 ans, je suis dirigeant fondateur de Chronoconcept. Donc, nous sommes experts en management bienveillant. Et le management bienveillant, ça commence par soi-même, d'où la gestion du temps. Donc, je suis expert à l'APM depuis 6 ans et le titre de l'expertise, c'est il est impossible de gérer son temps, alors qu'en faire? Et puis, j'interviens comme formateur dans les forums CJD depuis 2006 sur la gestion du temps, le recrutement, la délégation et la programmation mentale pour la réussite. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Alors, je vous rappelle que vous êtes en live sur la page Facebook du CJD, mais vous pouvez nous poser des questions si vous le voulez. Il suffit de commenter. Vous pouvez liker aussi, évidemment. Vous pouvez regarder cette émission en replay. Mais donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On pourra les prendre, je pourrai les prendre et les poser à nos invités si évidemment, vous avez une soif, un appétit, une curiosité que vous avez besoin d'étancher. Je vous propose tout de suite de commencer avec vous, Étienne Klein. On peut dire, j'imagine, je pense que vous ne me contredirez pas, que la mesure du temps n'a pas changé pendant le confinement. Une heure, c'est toujours 3600 secondes, probablement, vous n'allez pas me dire le contraire. Et pourtant, on a le sentiment que notre perception du temps, le sens du temps a changé. Qu'est-ce qui a changé avec ce confinement? Vous avez raison, l'expérience du confinement ne changera rien à la façon dont nous décrivons le temps, notamment en physique ou même dans d'autres disciplines. C'est notre rapport au temps qui est modifié, notre métrique des durées devient très molle. On ne sait plus très bien quel jour on est, on manque de jalons, de rendez-vous, de marqueurs dans la journée, ce qui conduit à une sorte de paradoxe qui est que le fait d'avoir du temps, et beaucoup de gens, grâce au confinement, ont plus de temps que d'habitude, mais le fait d'avoir du temps fait perdre la notion même de temps, comme si la conscience du temps supposait d'être dans une forme de hâte qui chronométrise en quelque sorte nos activités. Mais le confinement, c'est d'abord une expérience spatiale, hein, puisque en fait, on est toujours confiné dans le temps, on est toujours prisonnier de l'instant présent. Le temps, c'est une sorte de prison vis-à-vis de laquelle on ne peut être que passif, on est emporté par le cours du temps, donc on est toujours confiné dans le temps. Et là, la nouveauté, c'est qu'il y a en plus un confinement dans l'espace. Notre logement s'est transformé en cage, de sorte que l'hypervolume que nous occupons dans l'espace-temps s'est furieusement ratatiné. Et c'est ça qu'on appelle un confinement. Et on peut se donner à tout cela un parfum existentiel un peu sublime en imaginant que si on tient compte de ce que nous a dit Einstein, même quand on est immobile dans l'espace, ce qui est le cas,
on va à 300 000 km par seconde, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps, puisque dans l'espace-temps, à chaque seconde, nous parcourons en effet 300 000 km, mais je ne suis pas sûr que ça donne davantage de griserie à l'expérience du confinement. Je ne suis pas sûr effectivement qu'on ait ce sentiment de faire toute cette distance chaque seconde, mais vous nous dites donc, Étienne Klein, que on est de toute façon prisonnier du temps et que cette prison n'a absolument pas changé. Il n'y a pas une prison qui serait plus, encore plus confinée dans le moment du confinement en ce qui concerne le temps. Non, on est toujours confiné dans le temps. Et le deuxième paradoxe, d'ailleurs, c'est que on est confiné chez soi, on est tous chez soi pratiquement, mais plus personne ne sait où il habite. C'est-à-dire que en temps ordinaire, notre vie se répartit sur plusieurs pôles, disons professionnel, amical, familial, etc. Et le confinement va déplacer notre barycentre existentiel au sens où la pondération que nous donnons à ces différents pôles se déplace. Et donc, la question est de savoir si c'est réversible. Est-ce qu'en retournant au travail, on va avoir les mêmes réflexes, on va retrouver nos habitudes, ou est-ce qu'au contraire, le sens que nous donnons à notre activité va être modifié par cette expérience assez singulière? On en reparlera tout à l'heure. Étienne Klein nous disait que avoir du temps, on a plus de temps et en même temps on ne sait pas quoi en faire. Et Hélène Leuillet, est-ce que vous avez cette perception aussi, alors en tant que philosophe et aussi peut-être avec vos patients en psychanalyse, est-ce que ce rapport au temps a changé? Est-ce que finalement avoir plus de temps, ce qu'on pourrait tous espérer en disant ah, c'est formidable, je vais avoir du temps, est-ce que finalement c'est générateur de plus d'angoisse que de plaisir? C'est très variable, évidemment, hein, selon les personnes. Mais enfin, je remarque quand même que les personnes qui font une analyse, qui ont eu l'habitude quand même de laisser un petit peu plus de place à la subjectivité, se sont quand même un petit peu moins angoissées que les autres, hein, ont moins cherché absolument à remplir ce temps et à s'appuyer sur autre chose pour vivre leur temps. Parce que l'expérience que nous vivons hein, bien souvent dans la hâte, c'est que nous cherchons à oublier le temps, nous cherchons à tuer le temps, enfin, nous avons un rapport assez méchant au temps. Ordinairement, nous avons peur du temps et je crois que quand on est en analyse, on apprend à avoir un petit peu moins peur du temps. Donc, bien entendu, en suivant mes patients au téléphone, maintenant, forcément, je me suis rendu compte que pour un certain nombre d'entre eux, ça allait quand même. Hein. Ce temps qu'ils demandaient, ils l'ont eu et ils ont réussi à en faire quelque chose. Hein. Ils se sont installés dans cette temporalité, mais je veux dire que ça concerne quand même la minorité de personnes qui se livrent à ce travail analytique. Pour les autres, bien sûr, et pour les échos que je peux avoir, et puis pour une certaine partie d'entre eux qui sont très anxieux, évidemment, ce vœu d'avoir du temps, quand il a été exaucé comme ça, eh bien, c'est un petit peu comme dans les contes qu'on raconte aux enfants, on dit « Ah ben non, finalement, on n'en voulait pas autant et on est un petit peu perdu. » Et donc là, je pense qu'on a eu beaucoup trop comme réflexe de chercher à le remplir à nouveau ce temps, alors que je crois qu'au contraire, il faut laisser cette espèce de vide tout à fait singulier qui est le rapport que nous avons au temps s'installer parce que c'est notre être même. Hein. C'est notre être même qui est tissé de cette chose qui nous emporte, mais qui est aussi source précisément de grande réjouissance quand on accepte de se laisser emporter par ce qui semble un vide, mais qui peut être le lieu d'une très belle installation. Je ne dis pas ça pour… je ne dis pas ça pour faire l'éloge du confinement qui, à mon sens, sur le plan collectif, pose quand même pas mal de problèmes politiques. Mais enfin, voilà, ce n'est pas une raison pour mal le vivre. Alain Imbert, est-ce que cette nécessité de laisser le vide nous envahir et finalement prendre ce temps et arrêter d'être dans la hâte, est-ce que c'est quelque chose que les dirigeants savent faire ou est-ce qu'au contraire les dirigeants sont mal armés pour laisser du temps au temps et se laisser habiter un peu par ce vide? Je ne sais pas si on peut vraiment parler de vide. Moi, j'ai bien aimé ce que Étienne Klein disait quand il parlait du sens que nous donnons à notre existence et donc à notre temps. Cette relativité du temps, le titre de mon expertise à la PM, c'est « Il est impossible de gérer son temps » parce qu'en fait, on ne peut pas gérer le temps. On peut gérer l'argent, on peut gérer le matériel, on peut gérer l'information, on peut gérer
entre guillemets, les ressources humaines, ne peut pas gérer le temps, parce que c'est la seule de ces 5 ressources que je viens de citer qui n'est pas comptablement et physiquement immobilisable. La seule chose qu'on puisse faire de son temps, c'est, entre guillemets, l'utiliser. Quand quelqu'un dit « j'ai perdu 1 heure dans la queue », d'un magasin, par exemple, sa journée ne va pas faire 23 heures, elle va continuer à faire 24 heures. Quand quelqu'un dit « j'ai perdu 1 heure », il dit « j'ai mal vécu émotionnellement l'heure que je viens de passer ». Et c'est pour ça que j'aime bien ce que disait Hélène tout à l'heure sur plus les gens qui la consultent font place à la subjectivité, moins ils sont stressés, j'ai cru comprendre. Ou mieux ils vivent ça. Donc l'idée, c'est je peux que utiliser mon temps, et quand je passe une bonne heure ou une malheur, j'ai bien ou mal utilisé mon temps, et on est sur de l'émotionnel. Donc, le dirigeant d'entreprise, sa question, que ce soit dans le confinement ou qu'il soit dans le maelstrom de son entreprise le jour du déconfinement, c'est à quoi j'utilise mon temps. Et l'idée, c'est on veut plutôt passer une bonne heure qu'une malheur. On veut plutôt passer du bon temps que du mauvais temps. Et qui décide de ça? C'est notre émotion. Et pour faire ce choix, on ne peut pas gérer le temps. On peut gérer que les priorités. Et qui dit priorité dit choix. Et en fonction de quoi je choisis, d'un propre référentiel de bonne utilisation de son temps, qui pour moi est vraiment basé sur nos émotions. Étienne Klein, est-ce que vous partagez cette idée que non, le temps, ça ne se gère pas, la gestion du temps, c'est aberrant de dire ça, parce qu'on ne peut pas gérer le temps? Oui, parce que enfin, le temps est victime d'une polysémie fulgurante, hein. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour dire la succession, la durée, le changement, le rythme, la vitesse, la mort, l'argent. C'est beaucoup trop pour un seul mot. Donc, il faudrait, mais on n'a pas le temps, procéder à une sorte de nettoyage de la situation verbale. Quand on dit je n'ai pas le temps, ça veut dire je n'ai pas la liberté ou je n'ai pas la disponibilité. Le temps n'a rien à voir avec ça. Et donc, oui, il y a un problème de langage, mais je pense que le confinement, pour revenir à lui, il a ce site très singulier qui nous resynchronise avec le monde. C'est-à-dire qu'avant, on parlait beaucoup d'un temps qui s'accélère, qui est d'ailleurs une expression absurde, parce que le temps, il ne s'accélère pas, il n'a même pas de vitesse d'ailleurs. Ou si on veut dire qu'il a une vitesse, il faut dire qu'il avance de 24 heures toutes les 24 heures, ce qui ne nous avance pas beaucoup. Donc, on parlait d'un temps qui s'accélère comme si cette phrase induisait chez nous l'idée que nous sommes en retard par rapport à un rythme propre qu'aurait la réalité. C'est une phrase culpabilisante qui laisse entendre qu'on est toujours en retard par rapport à la dynamique propre du monde. Or, le confinement a en quelque sorte remis les pendules à l'heure au sens où nous sommes tous synchrones avec le monde. Le monde n'est plus en avance sur nous, on est là, on attend, ou on prépare la suite, mais il y a ce phénomène que personnellement je trouve extraordinaire, c'est que si on relit la presse, par exemple, il y a 2 mois, on s'aperçoit qu'on parle beaucoup de la fin du monde, de l'effondrement, les collapsologues interviennent massivement. On est pris par ailleurs dans une forme de présentisme, puisqu'on ne parle que du présent, on commente les faits divers. Songez à l'affaire Griveaux qui nous a tant occupés, on a l'impression qu'elle remonte à avant la première ère glaciaire. C'est un passé complètement enfoui, on ne s'en souvient même plus. Et aujourd'hui, alors que nous sommes pris par l'urgence de devoir agir pour gérer cette crise qui est à la fois sanitaire, économique et sociale, on est pris par l'urgence et en même temps, tout le monde se sent invité et même obligé par la force des choses à réfléchir à la suite de l'histoire. Et donc, il y a une sorte de renversement de la flèche du temps qui s'est produite en quelques semaines, c'est-à-dire que l'idée de la fin du monde, qui était si présente, a été remplacée par l'idée qu'il y aura une suite à l'histoire, et la question est laquelle? Est-ce que le monde de demain, comme on l'appelle un peu abusivement, sera différent ou pas du monde d'avant, etc. Mais en tout cas, plus personne ne dit que ça va s'effondrer. Au contraire, le fait qu'on vive la catastrophe nous fait penser la suite de l'histoire. Et là, je trouve que c'est assez bluffant, parce que personne n'aurait pu prédire un tel retournement. Merci Étienne Klein. Hélène Leguet, Étienne Klein a parlé d'une accélération du temps, d'une perception d'accélération du temps, et maintenant, on serait revenu dans un temps normal, dans un temps synchrone, donc ce qui nécessite un ralentissement de ce temps. Est-ce qu'il est plus facile de vivre dans un temps perçu comme accéléré, comme un temps de l'urgence, ou est-ce qu'il est plus facile de vivre dans un temps qui ralentit? Alors je sais bien, c'est pas physiquement ce que je dis est faux, mais est-ce que ce sentiment de ralentissement du temps, est-ce que c'est particulièrement difficile à vivre? Oui, alors tout d'abord, je pense qu'il faut quand même préciser que ce n'est pas le cas
vous m'entendez? Oui. Ce n'est pas le cas absolument pour tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes, il y a une catégorie de personnes pour lesquelles l'accélération, alors on met les guillemets si vous voulez, a été encore plus grande. Parce que quand dans un petit espace, 2 parents télétravaillent, il faut faire l'école aux enfants, il faut s'occuper de la maison, etc., le burn-out en chambre, ce n'est pas complètement une vue de l'esprit. C'est-à-dire pour certains, ça a été le quotidien a été encore plus lourd, la charge mentale a été encore plus lourde. Mais vous avez raison, la plupart du temps, on a eu le sentiment d'un ralentissement, d'autant que, bon, comme le disaient les précédents intervenants, dans la mesure où le rapport au temps est toujours aussi un peu un rapport à l'espace, le fait que les villes, par exemple, soient plus silencieuses, et les campagnes aussi, évidemment, nous donne ce sentiment d'un ralentissement. Les immeubles s'ébrouent plus tard le matin, on entend moins l'ascenseur, etc. Donc, il y a le sentiment d'un ralentissement. Alors, est-ce que c'est plus ou moins facile à vivre? C'est vrai que ça aussi, c'est très varié. Et là, je dirais que je vais prendre peut-être la défense de la polysémie, hein, pour rebondir sur la polysémie, c'est-à-dire que la polysémie du temps et la polysémie des expériences du temps, c'est ça qui permet la subjectivation. Peut-être que sur le plan scientifique, ça n'a pas de valeur, mais en tout cas, sur le plan personnel, c'est ça qui permet à quelqu'un de s'installer dans le temps. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse avoir le sentiment que ça va vite ou que ça ne va pas vite, qu'on ait le sentiment d'un rattrapage. Pour certains, il y a eu le sentiment d'un rattrapage. Et puis, comme ça dure, eh ben bizarrement, ça s'épuise, hein. Il y a eu aussi un autre phénomène qui était celui de l'anticipation. Vous savez, plus que d'accélération, je pense qu'on a surtout eu pendant très longtemps un rapport d'anticipation. Et puis voilà que d'un coup, on ne peut plus rien anticiper parce qu'on ne sait pas ce que sera demain. La seule chose qu'on sait, c'est que ce ne sera pas exactement ce dont on est sorti, comme en général après les grandes crises. Et qu'on se rend compte qu'à chercher à anticiper, c'est-à-dire à chercher à avoir une maîtrise du temps, là je rejoins ce que disait Alain Imbert tout à l'heure, on ne peut pas gérer le temps, non, on ne peut pas le maîtriser non plus, hein, il n'y a pas de maîtrise du temps. Et là, on voit la limite de l'anticipation. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de se préparer à demain. Et ça, je pense que c'est peut-être une certaine façon d'être synchrone, en tout cas avec soi-même, qui peut, disons, servir de point commun aux diverses expériences inédites de cette temporalité de confinement. Ce rapport d'anticipation dont parlait Hélène Leuillet, Alain Imbert, se préparer à demain, est-ce que c'est quelque chose qu'un dirigeant peut faire ou dans cette période de complète confusion, il est extraordinairement difficile d'anticiper, de se préparer à quoi que ce soit? J'ai envie de dire, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut rien faire. Souvent, les dirigeants, on les appelle des décideurs. Et si le dirigeant décide qu'il ne va pas prendre de décision parce que l'avenir est bouché ou parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer demain ou après-demain, je pense qu'il n'est pas à sa place. On a un dicton, un proverbe en français qui dit décider, c'est renoncer, ou choisir, c'est renoncer. En termes de programmation mentale, c'est catastrophique. Moi, je propose que ce proverbe devienne choisir, c'est avancer. Parce que c'est ça. Un décideur, il est là pour choisir, pour décider. Je disais tout à l'heure, on ne peut pas gérer le temps, on peut gérer avec les priorités. Mais en fonction de quoi je décide? J'ai 2 heures de mon temps là devant moi. Est-ce que je décide de la passer à l'activité A ou à l'activité B? En fonction de quoi je décide? En fonction d'un terme, certains sont très long terme. Pour moi, ce sont les valeurs de l'être humain, les valeurs du dirigeant, jusqu'à des choses très court terme. Bon. Donc, ce que je pense, c'est cette période de confinement, ce qu'on appelle le temps court, le temps, je veux dire, lent, elle nous a permis, en tout cas, c'est le diagnostic que je pose suite aux discussions que j'ai eues avec mes clients depuis le 16 mars, elle a permis à beaucoup de se reposer des bonnes questions. Je suis avec ma famille, je refais du sport, je peux faire une sieste, bref, je m'occupe de moi. Et ça, c'est effectivement des choses qui nous ont permis de reprendre contact avec nos valeurs. À quoi je passe du temps? Plus je passe du temps sur des activités qui nourrissent mes valeurs, c'est ce que Étienne Klein appelait donner du sens à notre existence, plus je vais me sentir bien, plus j'aurai l'impression, plus que l'impression de passer du bon temps, de passer une bonne heure plutôt que de passer du mauvais temps ou du malheur. Et moi, ma proposition, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit le degré d'incertitude dans lequel se trouve le dirigeant par rapport à son business demain ou à partir du 11 mai, c'est d'être proactif en fonction de quoi? 2 choses qu'il maîtrise, ses valeurs.
quelles sont mes décisions, quelle est ma stratégie, comment je vais manager mon business, comment je vais manager mes équipes en fonction de mes valeurs et puis des valeurs de l'entreprise. Bon, là, on rentre un peu dans la technique du management, mais voilà, c'est ça. Donc, surtout décider et ne pas subir parce que c'est incertain. Étienne Klein, vous nous avez dit tout à l'heure, oui, enfin non, on ne peut pas gérer son temps, la gestion du temps, ça n'existe pas. En revanche, on peut peut-être gérer son emploi du temps. Est-ce que dans le moment de confinement qu'on vit, ce fait que là, demain, par exemple, on va rentrer dans un week-end prolongé de 3 jours, je crois que personne ne s'est même rendu compte qu'on allait avoir un week-end prolongé de 3 jours, les week-ends, les semaines, le travail, le non-travail, il y a une sorte de confusion des temps sociaux. Est-ce que ça, c'est compliqué à gérer pour un être humain? Est-ce qu'on a besoin de ces repères? Est-ce qu'on a besoin de gérer son emploi du temps? Et moi, je ne suis pas spécialiste de cette question, justement, comment les humains gèrent leur temps ou leur emploi du temps. J'observe simplement que pour la plupart d'entre nous, avant, pour ceux qui étaient très actifs, par exemple, il y avait non pas une accélération du temps, mais une sorte de superposition de présents multiples. C'est-à-dire, on était en train de travailler en même temps qu'on doit gérer des mails, répondre au téléphone. Et donc, la possibilité de se concentrer pour les gens très actifs était quand même devenue une opération très délicate. Et je crois que le confinement, s'il se passe dans de bonnes conditions, c'est-à-dire si on ne retrouve pas d'une autre façon chez soi cette superposition d'injonctions qui peuvent être paradoxales et stressantes, le confinement est l'occasion d'une sorte de resynchronisation avec soi-même, de retour sur soi, pour les dirigeants comme pour tout le monde finalement. Mais je pense que, sans vouloir là encore faire le professeur ou le coach que je ne suis pas, mais il me semble que décider alors qu'on ne sait pas, décider dans un régime d'incertitude, ce n'est pas forcément la meilleure solution. C'est-à-dire qu'il faut plutôt se mettre dans ce que les physiciens appellent un état de superposition quantique, c'est-à-dire avoir une espèce de stratégie qui tienne compte du fait que tous les possibles ne vont pas se réaliser. Et donc, il s'agit plutôt de faire des scénarios que de décider une bonne fois pour toutes, alors même que la situation peut changer dans un sens ou dans l'autre de façon radicale. Mon ami François Julien, qui est philosophe et sinologue, m'a expliqué l'autre jour que le mot chinois pour dire crise, c'est Weiji, c'est deux mots, donc WEI-JI, qui se traduirait en français par danger, opportunité. Et là, on est tous pris par la gestion de la crise en tant qu'elle est négative, disons, mais ça déclenche des nouvelles actions, ça déclenche de nouvelles pensées, ça déclenche de nouvelles réflexions, de nouvelles analyses, et il se peut que ces nouvelles analyses ouvrent des opportunités auxquelles on n'aurait pas pensé si on avait été pris par le même rythme qu'avant. Et donc, voilà, je ne suis pas dirigeant, enfin si je dirige un laboratoire, mais ce n'est pas les mêmes enjeux, quoique le fait d'arrêter la recherche comme ça, ce n'est pas si neutre. Hein. En tout cas, je pense qu'il faut raisonner dans un océan de possibles et essayer dedans d'établir des cheminements, des scénarios qui peuvent être adaptatifs, c'est-à-dire qui peuvent tenir compte d'éventuelles évolutions qu'on n'avait pas prévues. Alain Imbert, j'aimerais vous faire réagir. Étienne Kahn nous disait, je ne suis pas sûr qu'on puisse décider, mais en tout cas, on peut se diriger, essayer de flotter dans cet océan des possibles et essayer d'imaginer des scénarios possibles et des scénarios qui ne le sont pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis complètement d'accord. L'un n'empêche pas l'autre. On peut décider que, j'aime bien le mot stratégie avec un S qu'Étienne Klein a employé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein d'opportunités qui se présentent. Tous nous réfléchissons. Dans le monde de la formation et du conseil, la visioconférence va changer complètement la donne, par exemple. Donc oui, l'idée, c'est j'élabore certaines stratégies et sur les 14 ou 15 que j'élabore, quelles sont celles qui sont prioritaires pour moi? Et là, on revient sur la question du choix. Et donc, qui dit choix dit critères. Et je défends effectivement que le critère de choix principal pour un dirigeant, ce sont ses valeurs, et au CJD, on sait ce que ça veut dire. Les grands mouvements, je veux dire, les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale ont décidé de passer du temps à des actions de sabotage, etc. Quels étaient leurs moteurs? Liberté, famille, paix, ça, ce sont des valeurs. Les gens qui sont descendus dans la rue pendant le mouvement des Gilets jaunes sont descendus dans la rue et ont décidé de passer du temps autour des ronds-points pour défendre une valeur d'équité et de justice. Si vous avez marché dans la rue les dimanches après-midi qui ont suivi les attentats terroristes en France, si vous demandiez aux gens, mais quel est votre moteur pour passer du temps? Qu'est-ce qui vous a motivé à décider à passer du temps à marcher silencieusement dans les rues?
En ce dimanche après-midi, les gens vont dire je veux défendre la paix, je veux défendre la liberté. Il y en a même qui m'ont dit je veux défendre la laïcité. Donc les décisions pour moi, sur le long terme, c'est les valeurs. C'est les valeurs de la personne et ou de l'équipe. Donc, merci Alain Imbert. Complètement à ce que Étienne Klein dit, hein, tout à fait. Merci beaucoup. Hélène Leguet, est-ce que maintenant la perspective du déconfinement arrive, on regarde tous le 11 mai comme une espèce de moment absolument magique. Enfin, on aimerait que ce soit un moment magique, on a compris que ce ne serait pas vraiment magique, mais on aimerait bien en tout cas que ça le soit. Est-ce que cette perspective du déconfinement change quelque chose dans notre perception du temps? Parce que là, on passe à… Il y a une forme d'attente, il y a des dates, donc on a l'impression qu'on est mu par autre chose. Est-ce que notre perception du temps, notre relation au temps change ou va changer dans le moment qu'on va vivre maintenant? Oui, enfin, il y a quand même pas mal de confusion, hein, puisqu'on a quand même, en tout cas dans les zones rouges, comme celle dans laquelle nous nous trouvons en majorité, sauf Alain, pas mal d'incertitudes aussi, puisqu'on nous a bien prévenu que le 7 mai, il faudrait faire le point pour savoir où nous en sommes et si nous pourrons à nouveau circuler. Donc, je pense que le temps est beaucoup plus marqué par l'incertitude, ce qui est une certaine façon, pardonnez la métaphore, mais elle me vient de mes patients, de remettre les pendules à l'heure, bizarrement, d'être beaucoup plus au diapason de ce que le temps comporte d'incertain. Ça, c'est très important aussi, je pense, que nous puissions vivre désormais avec cette incertitude. Je crois que l'illusion qui s'est dissipée pas mal dans ces temps de confinement, c'est l'illusion de la maîtrise du temps. Et nous savons aujourd'hui que non, nous n'avons pas de maîtrise, nous n'avons pas de maîtrise absolue sur le temps, aussi bien celui de notre propre vie, il y a des maladies, etc., que sur celui de nos projets, de ce que nous souhaitons faire. Et ça, je pense que c'est une leçon à peut-être retenir, y compris dans l'entreprise, que moi je vois plutôt de côté de ceux qui sont employés dans l'entreprise, plus que du côté des décideurs, mais bon, aussi du côté des décideurs, parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de contrôle. Hein. C'est un terme qu'on n'a pas encore employé. Hein. Le contrôle du temps, c'est quelque chose qui pèse énormément sur tout le monde. Et je crois que l'excès de contrôle, c'est ça qui a un peu volé en éclats. D'abord, quand même, en télétravail, on peut un peu plus facilement faire l'école buissonnière qu'ordinairement, et que le sentiment d'être en retard, hein, qui habitait un grand nombre d'entre nous, eh bien, on s'aperçoit qu'il venait de cet excès de contrôle du temps, et que s'il y a une leçon, à mon avis, à tirer, c'est que si on veut que les gens travaillent et travaillent bien, eh bien, il faut cesser de chercher à absolument contrôler le temps et contrôler chaque interstice de temps. Alain Imbert, vous avez envie de réagir? Alors, on ne vous entend pas. Alain, il y a un petit problème de micro, visiblement. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je disais, j'adore ce que vient de dire Hélène, excès de contrôle. En management en France, le contrôle au sens, je dirais, managérial du terme, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu es bien arrivé à l'heure, etc., etc. En France, alors ça a volé en éclats peut-être, en tout cas sur le petit panel de clients avec lequel je suis resté en contact depuis le 16 mars, c'est que forcément, ça a réintroduit la notion de confiance. La notion de confiance du manager, du dirigeant envers ses équipes, qu'il n'avait plus, entre guillemets, sous contrôle, puisqu'elles étaient chacune ici et là. Et ça, c'est une des opportunités auxquelles faisait allusion Étienne tout à l'heure, je pense, en termes de management, qui va être très intéressante à creuser. C'est que du coup, je pense qu'il y a des gens qui ont bien pris l'habitude de travailler en télétravail, je parle de salariés, qui vont forcément faire leurs demandes à leurs dirigeants, en leur vendant les avantages. Et le dirigeant va là se retrouver devant cette idée de confiance, de moi, je paye quelqu'un, entre guillemets, c'est pas très rigolo ce que je vais dire, pas très joli, mais j'achète 7 ou 8 heures de son temps tous les jours à cette personne, est-ce que j'en ai pour mon argent? Ça, il faut arrêter. Cette notion de temps et d'argent, il va falloir apprendre à travailler dans la confiance, et ça, en termes de management bienveillant, j'adore. Voilà pourquoi je voulais réagir. Merci Alain. Étienne Klein, est-ce que, donc gestion du temps, non, contrôle du temps, est-ce que ça a un sens de parler du contrôle du temps? On peut contrôler les durées, on peut contrôler l'activité, on peut contrôler ce qui se passe dans le temps, mais évidemment, on ne peut pas contrôler le temps même. Je veux dire, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si on a une montre au poignet, c'est précisément parce que notre horloge interne, notre horloge biologique, notre rapport au temps est biaisé par toutes sortes d'interventions,
de facteurs qui font que nous ne sommes jamais réellement en phase avec le temps qui passe. Sauf dans l'expérience de l'ennui, qui est peut-être une expérience qui permet pour une fois de se sortir en avance par rapport au temps qui passe. C'est-à-dire que l'ennui, c'est l'idée que la réalité qui nous est donnée n'est pas assez remplie pour être distrayante, pour être intéressante. Et donc, on a l'impression, on attend qu'il se passe quelque chose. Et donc, on est en quelque sorte en avance sur la temporalité. Mais je ne veux pas dire par là que le confinement, c'est l'expérience de l'ennui. Je pense que l'ennui suppose une forme de vacuité. Or, les témoignages que je peux avoir autour de moi, de personnes qui sont des dirigeants ou pas, c'est que cette période de confinement est corrodée par toutes sortes de soucis, des soucis liés à la santé, on a peur pour la santé de ses proches, ou bien des soucis liés au naufrage économique que pourrait entraîner la pandémie. Donc il y a beaucoup de gens, ça a été mesuré d'ailleurs par des enquêtes, qui font des insomnies, qui ont peur de perdre leur emploi ou de devoir licencier ou de devoir mettre la clé sous la porte. Et je pense que considérer qu'une fois qu'on a du temps, comme c'est le cas aujourd'hui, on se laisse aller à une espèce d'alpinisme de l'âme qui permettrait de revenir sur soi pour se grandir, etc., c'est une expérience qui, à mon avis, concerne très peu de personnes. Merci Étienne Klein. Hélène Leuillet, Étienne Klein a utilisé le mot ennui en disant « je ne suis pas sûr qu'on soit dans la période de l'ennui », mais en tout cas ce mot a été prononcé, en tout cas peut-être davantage de temps libéré, du temps qu'on pourrait passer pour soi. Est-ce que ce temps-là, et même l'ennui, est-ce que c'est des moments qui peuvent être féconds? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Est-ce que notamment un dirigeant peut faire quelque chose de ce temps? Oui, tout à fait. Hein. Moi, je crois qu'on peut essayer d'être des alpinistes. Hein. C'est pas les réserver absolument aux grands sages et à des expériences de spiritualité. Hein. Je pense que grandir un peu dans son rapport au temps, c'est à la portée de chacun d'entre nous. Et je le vois, hein, je le vois effectivement exister chez les gens. Parce que personnellement, alors l'ennui, évidemment, c'est une expérience qu'il faut pouvoir traverser. Ça s'apprend d'ailleurs électivement dans l'enfance. Hein, et je trouve que ça, c'est finalement un bon acquis du confinement, que les parents un peu débordés par le télétravail soient obligés de laisser les enfants s'ennuyer. Au moins, ils sont obligés d'apprendre ce que c'est qu'être un être temporel. Hein, peu importe si ça a un sens objectif, en tout cas subjectivement, ça en a un. Mais l'ennui, néanmoins, n'est pas une fin en soi. Ça ne me paraît pas une fin en soi. Pourquoi? Parce que l'ennui, c'est une forme de haine. Hein, c'est l'étymologie d'ailleurs hein, du mot ennui. Et dans l'ennui, on a un rapport un peu haineux au temps. Hein. Il faut pouvoir traverser l'ennui, il faut pouvoir supporter l'ennui, comme il faut pouvoir traverser les moments de tristesse. Hein. Là, je pense qu'on a aussi une grande occasion de se réconforter, de se réconcilier avec les affects négatifs, avec la tristesse, avec le chagrin, quand on apprend des décès, des disparitions, avec l'anxiété pour la situation sanitaire. Voilà, tout ça fait partie de la vie, l'ennui fait partie de la vie, mais à mon sens, il n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que se réinstaller dans le temps, oui, c'est quand même faire un petit peu d'escalade intérieure hein, pour savoir où on en est du temps de sa propre vie, parce qu'au fond, on n'a que ça du temps, on n'a rien d'autre. Hein. La vie, c'est juste un peu de temps. Là encore, je ne sais pas si ça a vraiment un sens sur le plan scientifique, mais enfin, en tout cas, sur le plan du vécu, c'est juste ça. Quoi. On est né à telle date et puis on disparaîtra à telle date. C'est juste un peu de temps et c'est ça. Et c'est ça le sens peut-être et le fait que la confiance dont parlait Alain est si importante que effectivement c'est ça qui peut faire que notre vie a sinon un sens, ça c'est vraiment très ambitieux, du moins un peu de valeur, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Alain Humbert, est-ce que les dirigeants peuvent tirer des enseignements de ce qu'on est en train de vivre? Est-ce qu'il faudrait demain que dans leur façon de diriger, ils changent un peu leur rapport au temps et qu'ils tiennent compte de ce qu'ils ont vécu pour peut-être se resynchroniser un peu ce temps, le temps de l'entreprise, les temps sociaux, le temps de la décision? Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir de ce qu'on est en train de vivre? Oui, est-ce que j'avais levé la main? Est-ce que vous me permettez de rebondir sur ce que vient de dire Hélène et après, si j'ai une question, vous me la reposerez. On parlait de l'ennui, de traverser des moments douloureux, etc. Et ça m'a fait penser
Effectivement, le dirigeant, il est dans le futur, dans l'anticipation, dans la décision, dans la préparation, dans les stratégies. Ok. Mais en ce moment, je pense que c'est un bon moment, et quand on s'ennuie ou quand on est dans un moment douloureux, de reprendre cette notion du moment présent, de vivre le moment présent. Vous avez écartelé dans son livre Le pouvoir du moment présent et dans son livre Nouvelle Terre qui vend, entre guillemets, l'intérêt d'être dans le moment présent, sous l'angle plutôt philosophique et spirituel. Et puis, je pourrais donner un lien vers un TEDx où un gars qui s'appelle Matt Killingsworth, qui est un chercheur à l'université de Cambridge dans le Massachusetts, qui a prouvé de manière scientifique que les gens ont plus de bonheur quand ils sont dans le moment présent que quand ils sont de manière compulsive, j'insiste, de manière compulsive dans le futur ou dans le passé. C'est-à-dire soit dans l'anticipation négative et l'inquiétude, soit dans le remords et la culpabilité. Donc, pour répondre à votre question, oui, le dirigeant, qu'est-ce qu'il peut faire de ces temps-là? Bon, indépendamment effectivement de réfléchir aux opportunités qu'Étienne Klein pointait tout à l'heure, c'est de se dire, là, pendant tous ces moments, est-ce que j'ai passé des bons moments où je me suis senti bien? Oui. Pourquoi? Quelle était la valeur ou le moteur, on va dire, que j'ai mis en mouvement inconsciemment qui fait que je me suis senti bien? Et du coup, ça peut permettre à la personne de se dire, qu'est-ce qui m'empêche de remettre au centre de mon fonctionnement de dirigeant et de mon entreprise ces moteurs ou ces valeurs-là, encore une fois. Si c'est la famille, si c'est prendre du temps pour moi, etc., on n'est pas obligé de faire ça de manière accélérée. Je veux dire, j'ai des fois des personnes qui arrivent en retard à des rendez-vous avec moi. Échevelé, la chemise qui sort du pantalon, excusez-moi, j'ai l'air d'une quiche, je suis en retard, vous êtes expert en gestion du temps. Je dis, mais... Et les gens me disent, j'ai été pris par le temps. Je dis, mais ce n'est pas le temps qui doit nous prendre, c'est nous qui devons le prendre. D'où la question, est-ce que quelqu'un qui arrive en retard à un rendez-vous, est-ce qu'il a mal ou bien géré son temps? Je vous laisse réfléchir. Merci pour cette réflexion, on va réfléchir. Étienne Klein, vous avez utilisé tout à l'heure le mot, on peut se poser des questions sur la réversibilité. Est-ce qu'on va revenir aux excès d'avant? Mais j'ai envie de vous demander quelle est votre intuition en la matière. Est-ce que vous avez l'intuition qu'on va plutôt revenir comme en avant, qu'on est juste dans une sorte de parenthèse ou qu'il en restera quelque chose une fois qu'on sera sorti, si on sort un jour de cette expérience assez compliquée et inédite? Pour reprendre l'expression tout à l'heure, je dirais que je suis dans un état de superposition quantique. C'est-à-dire, je pense que ça va changer les choses et je pense que ça ne va pas les changer. C'est-à-dire qu'un petit virus qui fait une taille de quelques dizaines de nanomètres de diamètre, donc c'est un être parfaitement microscopique qui est capable de confiner la moitié de l'humanité et qui produit ce qu'on pourrait appeler un fait mondial total, puisque tout le monde est concerné par cette épidémie et tout le monde a quelque chose à en dire. Donc, il y a une telle puissance d'immobilisation, justement, il a fait bifurquer le destin planétaire là pendant quelques mois. Il a peut-être la capacité de couper l'histoire en deux, qu'il y ait un avant et un après qui soient complètement différents. Et on peut l'espérer d'une certaine façon, à condition que le monde de demain soit plus accueillant que le monde d'hier. On avait tous beaucoup de reproches à faire au monde d'hier, si je me souviens bien. Et donc, peut-être qu'on va saisir cette opportunité pour améliorer certaines choses, même s'il est clair qu'il y aura beaucoup de choses à réparer. Mais ce qui fait que je ne suis pas sûr que ça va changer, c'est en fait deux choses. La première, c'est que les historiens ont l'air de dire que les épidémies des siècles passés ont engendré aussitôt après leur achèvement des mécanismes d'amnésie collective. C'est-à-dire que toutes les leçons qui auraient pu en être tirées, à l'exception du domaine médical, n'ont pas été retenues parce que la priorité après, c'est de revenir à la vie d'avant avec encore plus de trépidation, comme s'il s'agissait de rattraper le temps perdu. Et donc, non, il y a des épidémies qui n'ont rien changé. Et regardez dans la mémoire collective le peu de traces que laissent les épidémies. La grippe espagnole a tué 60 millions de personnes, c'est-à-dire 3 fois plus que la Première Guerre mondiale. Et ce dont on parle quand on est historien, c'est de la Première Guerre mondiale, ce n'est pas de la grippe espagnole. Donc les épidémies semblent être des parenthèses et non pas des avertissements. Et l'autre raison, c'est que tous ceux qui disent que le monde de demain sera différent du monde d'hier radicalisent leur position. C'est-à-dire, ils ne changent pas d'idée. Ils disent, s'ils sont socialistes, ils sont encore plus socialistes. S'ils sont écologistes, ils sont encore plus écologistes. S'ils étaient complotistes, ils sont encore plus complotistes. S'ils étaient collapsologues, ils sont encore plus collapsologues. Autrement dit, il semble que même un événement comme celui-ci soit incapable de faire que nous pensions contre nous-mêmes. Nous recyclons les idées d'avant avec encore plus
de force en disant on vous l'avait bien dit et ce qu'on avait proposé, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Et donc voilà, je suis superposé. On verra bien. Je pense qu'il y aura un moment intéressant, c'est le déconfinement progressif. Par exemple, on verra qui a bien vécu le confinement. Est-ce que les gens qui avant avaient une vie trépidante vont l'avoir vécu mieux que les autres parce qu'ils auront pris le temps d'un repos, ou au contraire, est-ce qu'ils vont être pris d'angoisse terrible parce que le moteur de leur vie se sera provisoirement cassé? Et ça nous permettrait de répondre à une question. Quand nous choisissons d'avoir une vie, ou plutôt quand nous avons une vie trépidante, est-ce que c'est une question de caractère, auquel cas, même en étant confiné, on gardera un rythme élevé, ou est-ce que nos vies sont trépidantes parce que nous avons des obligations, des contraintes qui nous obligent à vivre avec un faux rythme par rapport à nous-mêmes? Je pense que là, on a une expérience en vraie grandeur, puisqu'elle est massive, qui permettra d'avoir des idées sur les réponses à cette question. Hélène Leyet, cette période de déconfinement qu'on va bientôt commencer, est-ce qu'elle est effectivement génératrice de stress, d'anxiété? Est-ce que c'est un moment intéressant à regarder pour la psychanalyste que vous êtes? Oui, ben c'est passionnant parce que tout d'abord, on va retrouver la liberté de se déplacer. Bon, ce n'est pas le propos central aujourd'hui, mais enfin, c'est quand même très, très important de voir à quel point on a pu tester quand même la docilité de la moitié de la population mondiale en la signant chez elle, et que la liberté de se déplacer, c'est quand même essentiel. Et donc, retrouver cette liberté, retrouver le contact social. Vous savez, Georg Simmel, le grand sociologue Georg Simmel, disait: la ville, c'est la possibilité de rencontrer des inconnus. Là, depuis le début du confinement, la rencontre des inconnus, elle est quand même plutôt limitée, sauf dans les rares moments où on va faire ses courses au supermarché à distance. Donc, il y a quelque chose là quand même de la liberté essentielle qui existe en ville qui va pouvoir être retrouvée. Maintenant, évidemment, des tas de questions se posent. Je suis d'accord que l'aliénation à la vie dure, et que c'est sûrement pas le déconfinement qui va mettre fin à l'aliénation, parce que le rapport au temps, c'est vrai que la question n'est pas tellement qu'il soit rapide, lent, accéléré, lenteur, etc. Moi, j'ai jamais fait trop l'éloge de la lenteur comme prétendu correctif à l'accélération, parce que la question, c'est pas rapide ou lent, la question, c'est un rapport aliéné ou un rapport pas aliéné. Donc là, on va voir qui a profité de ce confinement pour essayer de sortir un peu de l'aliénation, et puis qui, au contraire, est retombé dans une autre forme d'aliénation, dans un rapport violent, dans un rapport tendu. Il y a des gens qui ont très, très mal supporté, par exemple, d'être enfermés chez eux. Cette prison du temps dont parlait Étienne Klein tout à l'heure, pour certains, ce n'est pas du tout une métaphore. Ça a été vraiment une prison. Et donc là, on verra tout ça en sortant. Maintenant, j'entendais l'autre jour l'historien Stéphane Audouin-Rousseau dire, justement à propos de la guerre de 14, ça m'y a fait penser à l'instant, c'est que de toute façon, une crise, on n'en sort jamais quand même complètement indemne. On sera forcément ébranlé parce que c'est une crise. Il explique le fait de l'amnésie de la grippe espagnole après la guerre de 14 par le fait que c'était quand même la guerre qui avait marqué les esprits. C'était quand même un traumatisme considérable, à côté duquel la grippe finalement paraissait paradoxalement quasiment un phénomène naturel, et que c'est ça qui a causé l'amnésie, que c'est la guerre qui l'a emporté. Mais en tout cas, d'après lui, de toute façon, après une crise de cette ampleur, on ne sort pas indemne. Et même si on veut oublier, en fait, il y a quand même des traces. C'est-à-dire que l'amnésie consciente, elle ne signifie pas qu'il n'y a pas de traces, et il nous appartiendra d'en mesurer les effets. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut se retenir avec force discipline d'essayer de jouer les prophètes, parce que ça, c'est une tentation. On veut tous, comme vous savez, on veut tous connaître les secrets. On veut tous connaître les secrets de l'avenir, et ça s'appelle s'essayer à la prophétie. On se trompe toujours dans ces cas-là. Et puis, on manque aussi l'analyse du temps présent. Alors donc, je pense que si on s'en tient déjà à l'analyse du temps présent, on a déjà pas mal de boulot pour essayer de vivre, de faire vivre pour les dirigeants d'entreprise, parce que ça va être leur travail, là, de continuer à faire vivre. Et ça, je pense que ça doit déjà nous mobiliser nos énergies plutôt que d'essayer de rêver de ce que sera l'après. Alain Imbert, Hélène Leyet vient de parler d'un rapport d'aliénation qu'on peut avoir au temps, et finalement c'est peut-être ça le sujet. Comment est-ce qu'on fait pour que le temps, on ne soit pas aliéné par le temps, mais qu'on
qu'on en dispose, qu'on en ait une forme de maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire pour un dirigeant et qu'est-ce qu'un dirigeant peut faire pour essayer de ne pas être dans cette aliénation, mais d'avoir une capacité de maîtrise, d'habiter le temps sans être aliéné par ce temps? Alors, on a dit qu'il ne fallait pas être aligné, puis on a dit qu'on ne pouvait pas maîtriser et contrôler. Donc, on fait quoi avec ça? Non, je pense que le quotidien du dirigeant, c'est de naviguer dans l'incertitude. Et que de toute façon, s'il ne lève pas la voile et s'il ne tient pas bien en main le gouvernail, il ne pourra pas gérer la tempête. Donc, je n'ai pas la formule miracle, je n'ai pas la potion du druide Panoramix. Ce que je peux dire, c'est effectivement d'utiliser, et j'ai bien aimé ce que mes collègues ont dit sur comment j'ai utilisé ce temps de confinement pour faire une pause et regarder qu'est-ce que je décide, quelles sont les opportunités, quelles sont les stratégies, qu'est-ce que je décide par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je veux faire. Effectivement, j'aime bien me réparer d'Étienne Klein. Il va falloir réparer, mais pour moi, ce n'est pas un temps séquentiel, c'est-à-dire je répare d'abord et ensuite je regarde ce que je fais de l'avenir. C'est que c'est en réparant qu'on va construire l'avenir. Et je ne pense pas qu'on puisse dire « on verra bien », parce que c'est qui « on ». C'est nous qui allons décider, c'est personne d'autre. Et nous, ce n'est pas que les dirigeants, c'est tout le monde. Les chercheurs, les philosophes, les historiens, n'importe quelle personne qui va décider. Et en fonction de quoi? En fonction de quel est le bilan. Je vous propose tous, dirigeants, le 10 mai, de faire soit seul, soit avec votre équipe, le bilan. Qu'est-ce qu'on retient de positif de tout ça? Et en quoi ça peut nous aider à réparer et réinventer notre entreprise demain? Avec peut-être plus de collaboration avec les clients, plus de collaboration avec les fournisseurs. On a vu qu'il y a eu effectivement des dérapages dans le mauvais sens. Moi, je retiendrai toutes les actions de solidarité entre les gens qui ne se seraient pas produites s'il n'y avait pas eu cette crise. Donc, est-ce qu'on revient en arrière? Ou est-ce qu'on dit, ça, qu'est-ce qui nous empêche, alors qu'on aura plus de liberté, comme disait Hélène, de le maintenir, voire de l'intensifier? Donc voilà, c'est un peu… Je ne sais pas si c'était ça votre question, mais en tout cas, c'est ma réponse. Je me contenterai de la réponse, mais c'est à peu près la réponse à ma question. Donc ça ok, super, merci. Étienne Klein, vous avez utilisé tout à l'heure l'expression « le monde de demain ». Est-ce que ça a un sens de parler du monde de demain? C'est quand le monde de demain? Ça commence quand, le monde de demain? Écoutez, j'en sais rien. Bon, ce que je voulais dire surtout, c'est que l'idée qu'il y aura demain un monde s'est imposée, alors qu'elle était sujette à caution il y a encore quelques semaines. Et, je ne veux pas faire un cours, mais pour les physiciens, il y a deux façons de comprendre le futur. Soit on considère que le futur est déjà là, quelque part, à attendre qu'on arrive. Il est déjà déterminé, mais il se trouve à un endroit où nous ne sommes pas encore. Et puis, il y a l'autre version qu'on appelle le présentisme. C'est l'idée que le futur, au moment où je vous parle, c'est le néant. Et que c'est le fait que le présent se renouvelle qui finit par faire advenir le futur. Et quand on y sera, on dira que c'est le présent. Bon. Et en fait, je pense qu'il faut faire la synthèse de ces deux façons de le penser en disant que ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un futur. Et on peut ajouter que ce futur, il n'est pas complètement déterminé. Et donc, il y a une place pour le jeu, pour la volonté, pour le désir, pour le projet. Et il faut jouer avec ça. C'est-à-dire que ce qui est difficile dans l'affaire, c'est qu'on a tous compris que si on ne peut pas prédire le futur, c'est précisément parce qu'une partie du futur va dépendre de ce que nous allons faire. Pensez au changement climatique. On ne peut pas dire exactement quelle sera l'élévation de température en 2100 parce qu'elle dépend de ce que nous allons faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre au XXIe siècle. De la même façon, prédire le futur de l'épidémie, c'est difficile puisque l'hypothèse deuxième vague de contagion va dépendre de ce que nous allons faire. Est-ce qu'on va respecter les gestes barrières ou pas? Et donc, comment prédire le futur si ce qui va arriver dépend en partie de ce que nous allons faire, sachant que nous ne pouvons pas prédire ce que nous allons faire? Et donc, voilà, c'est ça qui me paraît intéressant, c'est qu'on est en train de superposer des possibles et il faut naviguer dans cette affaire-là un peu comme un marin qui n'aurait pas les moyens de connaître la météo qui l'attend. Ou plutôt qu'un marin, je vais prendre un alpiniste, je connais mieux le sujet.
Merci Étienne Klein. Hélène Leguet, le monde de demain, on imagine que le monde, quand on parle du monde de demain, qu'il y aura une sorte de date, un moment où on basculerait dans le monde de demain, alors que ce monde de demain, il se construit tous les jours et qu'il y aura pas, probablement, on ne pourra pas dire le monde de demain, ça commence demain, parce que ça commence jamais vraiment, c'est un peu tous les jours. Est-ce que ce temps de est-ce qu'il faut se méfier d'une envie d'être dans l'attente, d'être dans, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je suis dans ce moment d'attente. Et donc, j'attends le monde de demain. Est-ce que c'est une posture qui est dangereuse pour un être humain? Oui, parce que ça peut être effectivement une façon de fuir encore l'expérience de ce que l'on vit. Mais enfin, en même temps, il est inévitable de se projeter dans le monde de demain. Vous savez, vivre au présent, d'une part, soit c'est un exercice impossible, il faut être réellement épicurien. Et Épicure, ce sont des exercices de pensée qui sont extrêmement difficiles pour arriver à ne pas croire au passé et à ne pas croire au futur. En vérité, quand on vit seulement au présent, c'est qu'on a le nez dans le guidon, comme on dit. Hein. Le rapport subjectif au temps, c'est un rapport métaphorique forcément, et il est toujours un peu adossé au passé et toujours un peu projeté dans l'avenir. Ce n'est pas l'anticipation. Le rapport, il est adossé au passé, et ça, on peut en faire quelque chose. Là, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui, à la faveur de ce temps du confinement, se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus qu'avant traversés par des flashs de souvenirs. Ce qui est normal, ce qui est un fonctionnement psychique normal, mais qu'on n'avait plus. Eh bien, c'est la même chose pour le monde de demain. C'est-à-dire que le rapport au temps, il vient aussi de ce qu'on a des flashs de projets, on a des flashs de ce qu'on souhaite. C'est-à-dire que je corrige un tout petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, on a le droit de rêver, on a le droit d'avoir des rêves pour demain. C'est aussi un rapport tout à fait sain au temps que d'appuyer sur son expérience d'aujourd'hui, de souhaiter quelque chose. Et ça, ce souhait, alors moi, évidemment, je suis toujours un petit peu plus nuancée sur la question du choix, parce que je pense que notre choix, il est quand même largement influencé par des éléments que nous ne maîtrisons pas complètement. Mais en revanche, nous pouvons avoir des souhaits et nous pouvons faire en sorte que ces souhaits, eh bien, nous travaillons à les réaliser. C'est ça, être un tout petit peu moins aliéné. Alors, bien sûr, nous ne savons pas quand sera demain, mais de toute façon, oui, il y a un demain, hein, il y a un demain, on ne sait pas quand ça va commencer. Et je pense aussi surtout que cette expérience de ce microvirus dont nous venons de parler doit nous rappeler qu'il y a de l'imprévisible. Il y a de l'imprévisible dans le temps. Ça, on avait peut-être eu tendance à l'oublier, à vouloir tout programmer, tout anticiper, tout faire coller. Quand on voit le nombre de choses qu'on arrivait à caser dans une petite journée de 24 heures, c'est incroyable. Donc, l'imprévisible, c'est peut-être ça quand même qu'il faut que nous gardions en tête. C'est aussi un certain rapport au temps. Hein. Hannah Arendt le disait, on ne peut agir quand même que sous le coup de cette pensée de l'imprévisible. Merci Hélène. Alain Imbert, dans ce monde très confus dont on ne connaît pas vraiment on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va sortir du brouillard, est-ce qu'une bonne technique pour un dirigeant, une bonne solution serait de se dire je ne vais pas m'intéresser à la prochaine année parce que finalement je n'y comprends rien, il va falloir longtemps pour y comprendre quelque chose. Est-ce qu'il faut que je me projette plus loin? Est-ce qu'il faut que j'ai une sorte de cap à 5 ans, de me dire dans 5 ans je voudrais être là, je voudrais faire ça, et comment je fais pour y aller, sachant que dans les 5 prochaines années, je ne sais pas très bien ce qui va se passer, parce que ce petit coronavirus, je ne sais pas très bien ce qu'il va donner dans les prochaines semaines et mois. Hélène parlait de caractère. Je pense que ça dépend vraiment du caractère des gens. Je ne vais pas vous dire oui, il faut faire petit A ça, puis petit B, puis petit C. Vous avez des gens qui vont effectivement plutôt se dire moi, je vais avoir à réparer. J'aime bien ce que disait Étienne tout à l'heure. Donc, du coup, moi, je me focalise sur décembre. Des gens qui sont dans le tourisme et la restauration, pour l'instant, ils ne vont pas faire plein à 5 ans. Ils vont essayer de réparer le truc et puis de passer sans encombre l'été pour être encore vivant à Noël. Bon. Et puis des entreprises, je dirais, dans le service ou qui ont été moins impactées par cette crise vont effectivement plutôt aller 5 ans, je ne sais pas moi, sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend si votre business, c'est de construire des paquebots dans les chantiers de Saint-Nazaire ou si vous vendez des glaces à rafraîchir. Vous voyez, c'est aussi le cycle produit qui joue. Mais c'est aussi le caractère. Vous avez des gens qui ont besoin de tout planifier. Et comme disait Hélène, le moins l'imprévu, c'est la catastrophe. Vous avez des gens qui disent, moi, je planifie la moitié de mon temps parce que l'autre moitié, ce sera des imprévus, donc je me gare un peu. Voilà, c'est vraiment une question de caractère. Je pense qu'il faut
En anglais, les Américains disent follow your bliss, suivez votre envie, qu'est-ce que je veux passer comme bon temps ou comme bonheur dans le futur. C'est ça vraiment la question. Et j'aime bien cette histoire de rêve. Hélène, je vais au-delà du souhait, je vais dans le rêve. Quand j'entends un parent dire à son gamin arrête de rêver, je trouve que c'est criminel, quoi. Parce que voilà. Voilà ce que j'avais à dire, Stéphane, là-dessus. Alors, on va arriver bientôt à la fin de ce live. Je voudrais que chacun d'entre vous nous livre une réflexion à quelque chose qu'il a envie de laisser, une trace de cette matinée pour des dirigeants, quelque chose, une réflexion, une idée, une question que vous vous posez et que vous aimeriez partager avec des dirigeants qui sont vraiment dans un moment de confusion, de court terme, ils ne savent pas où ils vont. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Un mot, une phrase ou plus que ça? Étienne Klein, qu'est-ce que vous auriez envie de laisser comme trace de cette heure que nous avons passée ensemble pour des dirigeants? Bon, moi, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas donner de leçons sur la gestion de son emploi du temps parce que je ne me sens pas compétent, mais c'est un sujet et j'aimerais que ça reste dans les oreilles de ceux qui nous écoutent. Il n'y a rien à voir avec le temps, mais à propos de tous les messages qu'on reçoit depuis que cette pandémie a commencé, qui éclairent sur la façon dont la science et la société cohabitent plus ou moins harmonieusement. Je pense qu'il y a énormément de leçons à en tirer et que, je l'espère, nous tirerons de cet épisode la leçon que tous les discours à propos de la science, en tout cas, ne se valent pas. Il y en a qui sont moins vrais que d'autres. Et j'ai été très frappé. Au début de l'épidémie, c'est moins vrai aujourd'hui, par le nombre de gens, de personnes politiques, par exemple, y compris des personnes de haut niveau, qui nous expliquaient ce qu'il fallait penser de tel ou tel traitement, de tel ou tel médicament, en commençant leurs propos par cette phrase que je trouve extraordinaire. Je ne suis pas médecin, mais je. Voilà. Et d'ailleurs, je ne suis pas compétent, mais je vais vous dire ce qu'il faut penser. Et je pense que ça nous a fait perdre beaucoup de temps et que si on pouvait accorder un peu plus de crédit à la parole de ceux qui sont compétents, on gagnerait du temps dans la préparation du futur. Pour le scientifique que vous êtes, cette idée que dans un moment d'urgence, on pourrait revenir sur un certain nombre de principes scientifiques qui consistent dans la science à avoir des groupes tests, des groupes témoins, d'essayer de faire les choses avec une rigueur scientifique. Pour vous, c'est une folie, cette idée d'oublier ces principes avec c'est une folie, ce phénomène d'urgence? c'est scier la branche sur laquelle on est assis, en tout cas sur laquelle la science est assise. Et cette idée qu'en temps de crise, on doit abandonner les protocoles et la méthodologie parce qu'il y a crise, ça me paraît une folie. Quand il y a crise et urgence, il faut accélérer les protocoles, mais certainement pas s'en affranchir, parce que sinon, on peut faire des choses extrêmement graves. Et je trouve que là, on a cédé à ce qu'on appelle un populisme scientifique tout à fait ravageur. Et on avait déjà vu ça avec le climat, les gens qui disent « je ne suis pas climatologue, mais je vais vous expliquer que ». Et je trouve que ce démagogisme cognitif, comme l'appelle aussi Gérald Bronner, il est parfaitement corrosif pour les esprits. Et je pense que pour les décideurs, la priorité, c'est de faire le tri et d'essayer d'échapper à ces manipulations de l'information qui soit nous dévoient, soit nous égarent. Alors, je ne suis pas médecin, mais je me rappelle d'avoir entendu Bernard Tapie nous expliquer tous les biens qu'il pensait de la chloroquine. Voilà. Mais ces gens, on ne les entend plus parce qu'ils ont fini par comprendre que c'était une affaire compliquée. Il n'y a que Trump qui propose le désinfectant par voie interne. Alors, vous ne buvez pas d'eau de Javel pour vous protéger du coronavirus. Je ne suis pas médecin, mais je pense que je peux quand même vous dire ça. Merci Étienne Klein pour tous vos propos pendant cette matinée. Hélène Leyet. Moi, je dirais très rapidement, attendez, vous m'entendez? Je dirais très rapidement qu'il ne faut pas avoir peur d'être en retard. N'ayez pas peur d'être en retard. Il n'y a pas de rapport de rattrapage au temps. Il y a des leçons sur le temps à tirer de ce grand retard. Le retard, c'est toujours très utile et très instructif. Il ne faut pas avoir peur du retard. Mais on ne peut pas rattraper ce temps perdu. Le temps. Alors, on peut déjà discuter de si savoir si ce temps est perdu, mais on ne le rattrapera pas. Il n'est pas perdu, vous savez. Ce qu'on appelle les temps morts, en fait, c'est du temps vivant. Hein, on a eu tort de stigmatiser les temps morts. Les temps morts, c'est les temps pendant lesquels on peut réfléchir, pendant lesquels on peut se recentrer, pendant lesquels on peut être à nouveau synchro. Et donc, c'est vraiment le temps vivant. Et ce retard nous a peut-être fait gagner un monde de demain. On verra. Hein, on verra, mais moi, je n'hésite pas à dire on verra parce que c'est
maintenir la dimension de l'imprévisible. Et en tout cas, il faut souhaiter que ce retard nous soit utile à quelque chose. Merci Hélène Leyer pour ces propos positifs et pour le temps que vous nous avez accordé pendant cette heure, pendant ces 3600 secondes. Alain Imbert, vous allez avoir le mot pour conclure, une idée, une réflexion pour des dirigeants qui nous écoutent. Une réponse, une conviction et une invitation. La réponse à la question quelqu'un qui arrive en retard a-t-il mal géré son temps? Alors merci Hélène de me prêter ce tremplin. Non, cette personne n'a pas mal géré son temps, elle a peut-être bien géré ses priorités. Donc ça, c'était pour la réponse. La conviction, c'est que donner du sens à son temps, c'est de passer un maximum de ce temps à des activités qui nourrissent nos valeurs principales. Et l'invitation, cher JD, peut-être qu'il te reste encore une dizaine de jours, si tu n'as pas déjà fait, pour identifier tes valeurs, tes moteurs et placer un maximum de tes futures activités pour nourrir ces valeurs. Voilà. Merci Alain Imbert. On a remarqué le tutoiement à la fin parce qu'au CJD, les gens du CJD se tutoient et donc Alain Imbert parlait à la communauté des JD, les jeunes dirigeants. Vous n'êtes pas forcément tous au CJD. Évidemment, vous pouvez adhérer tout de suite à l'issue de ce live, mais vous êtes évidemment les bienvenus toutes les semaines. Je voudrais remercier très chaleureusement Hélène Leyer, Alain Imbert et Étienne Klein pour cette heure, ce temps que nous avons passé ensemble. On se retrouve jeudi prochain à 8h30 sur la page Facebook du CJD. On parlera de l'économie du bien commun. On se demandera si cette économie du bien commun, est-ce que c'est une économie pour demain? Est-ce qu'on va sortir de cette vision financière productiviste et essayer davantage de penser l'économie comme un bien commun? Voilà, c'est une vaste question. On n'aura sans doute pas toutes les réponses la semaine prochaine, mais on va essayer de vous donner des débuts de réponses. Donc jeudi prochain, 8h30. Je vous rappelle que vous pouvez revivre ou re-regarder cette émission en replay. Vous pouvez évidemment la faire partager à vos proches, à d'autres dirigeants. Merci encore à nos 3 intervenants. Et puis, évidemment, d'ici la semaine prochaine, alors passez un très bon week-end prolongé, autant que c'est possible. Et puis, prenez soin de vous jusqu'à jeudi prochain. Merci beaucoup.